Cette vidéo est sponsorisée par La Maïf et leur site Mes Data et moi. Plus d'informations en fin de vidéo. Combien de temps ça va durer? C'est une question que je me pose très souvent. Combien de temps j'ai avant de devoir arroser mes plantes? Combien de temps j'ai avant de devoir sortir du métro? Combien de temps j'ai avant la date de péremption de ce yaourt pour le manger? Combien de temps je vais pouvoir faire de vidéos avant que l'internet ne s'intéresse à quelqu'un d'autre? Combien de temps j'ai avant de pouvoir faire des enfants? Combien de temps va encore durer cette relation, cette amitié, cet amour? Et surtout, combien de temps j'ai avant de mourir? Cette question de la temporalité, elle est omniprésente dans tout ce que je fais. Elle est la conséquence d'une vérité fondamentale, une des 3 marques de l'existence dans le bouddhisme, anicca, l'impermanence. Tout est impermanent, de ma Monstera variegata jusqu'à une ampoule qui, un jour ou l'autre, grillera. Enfin, c'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais avant de tomber sur la caserne des pompiers de Livermore, en Californie. Voici un live stream dans la caserne, et voici une ampoule. Ce n'est pas une simple ampoule. Cette ampoule est dans le Guinness Book des records. Elle brille depuis 1901, quasiment sans interruption. Elle brille depuis plus d'1 million d'heures. Tellement fou que quand elle a passé ce million d'heures, des gens lui ont souhaité un joyeux anniversaire. Comment c'est possible? Est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de faire des ampoules qui vont durer des millions d'heures et d'autres qui en sont simplement incapables? Ce serait bizarre. Et en même temps, l'autre option, c'est-à-dire qu'on sache faire des ampoules qui durent des millions d'heures, mais qu'on décide de ne pas le faire, je trouve ça bizarre aussi, quoi. Jusqu'à ce que je mate ce documentaire. Ce film révèle comment l'obsolescence programmée détermine nos vies depuis les années 20, lorsque les fabricants commencèrent à raccourcir la durée de vie des produits pour accroître la demande du consommateur. On apprend que dans les années 20, il y a un cartel de fabricants d'ampoules qui a décidé de sciemment limiter la durée de vie des ampoules à 1000 heures. C'est pas quelqu'un, hein. On l'a pas limité à 1000 heures, genre c'est un mec et on vendrait que des ampoules à 1000 heures. Non, c'est 1000 heures. Voilà, 1000 heures. Donc ça brille que 1000 heures et après c'est fini. Et ce délire immense porte un nom, ça s'appelle l'obsolescence programmée. Et pour en apprendre un peu plus, je vais sur le site Mes Data et moi de La Maïf, partenaire de cette vidéo, et j'y lis les choses suivantes. L'obsolescence programmée a plusieurs visages. La définition officielle est la suivante. L'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. Autrement dit, c'est la réduction volontaire de la durabilité d'un produit afin d'en vendre plus souvent. Wow! Alors on va mettre de côté un instant les questions philosophiques du début de la vidéo, là, de combien de temps ça dure, etc., pour parler économie. Donc en gros, l'obsolescence programmée, elle a émergé en même temps que la production de série et la société de consommation. Les machines, elles ont accéléré la production, mais les consommateurs, ils n'arrivaient pas à suivre. Du coup, il y a eu un excès de production. Si on répond à tous les besoins du consommateur, il n'achète plus. S'il n'achète plus, les entreprises ne vendent pas. Si les entreprises ne vendent pas, elles coulent. Donc, on a sciemment limité la durée de vie de nos produits. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. On lisait juste avant dans Mes Data et moi qu'il y a plusieurs manières de générer cet effet. D'abord, l'obsolescence technique ou fonctionnelle. En gros, au bout d'un moment, l'objet cesse de fonctionner et soit c'est pas du tout réparable, très difficilement, ou alors c'est juste pas rentable en fait de le réparer. Pour l'anecdote, c'est une obsolescence qu'avait dénoncé Casey Neistat bien avant d'être celui qu'on connaît aujourd'hui sur YouTube, puisque c'était d'ailleurs 3 ans avant que YouTube existe. Il avait fait une vidéo sur l'iPod. Il allait taguer sur toutes les pubs iPod à New York, iPod's unreplaceable battery lasts only 18 months, ce qui veut dire la batterie non remplaçable de l'iPod ne dure que 18 mois. C'est une obsolescence assez proche d'une autre obsolescence, qui est l'obsolescence logicielle. En gros, avec la mise à jour de certains logiciels et le manque de mise à jour d'autres logiciels, il y a parfois des dysfonctionnements et des incompatibilités. Donc parfois, vous êtes obligé d'acheter une version plus récente. En revanche, il y a une dernière obsolescence qui est beaucoup plus subtile. C'est l'obsolescence esthétique. En fait, sans changer une quelconque fonctionnalité ou un élément technique dans le produit, on va le rendre obsolète. Simplement en sortant un autre produit qui est censé être mieux ou tendance. C'est une obsolescence qui frappe beaucoup par exemple l'industrie de la mode. Quand vous achetez une veste, votre veste, elle tient et généralement, avant de changer de veste, votre veste, elle tient toujours, quoi. Si vous en changez, c'est pas parce que techniquement,
ça marche plus. Non, c'est juste la mode qui change et en fait, votre veste, elle devient obsolète alors qu'elle fait toujours le taf. C'est donc une obsolescence qui se fait du côté du fabricant parce que il va nous donner envie d'acheter ces nouveaux produits, mais ça se fait aussi de notre côté parce qu'en fait, on pourrait aussi se contenter de ce qu'on a. Mais on veut toujours plus. Le truc, c'est que cette obsolescence programmée, elle est tellement présente et tellement imbriquée dans notre modèle de société que c'est difficile de voir comment on pourrait faire sans. Parce qu'effectivement, si plus personne n'achète d'ampoules, les gens qui font les ampoules, ils sont au chômage en fait. Mais le truc, c'est que cette obsolescence, elle pose un réel souci. Et le souci, vous avez deviné, il est environnemental. On vit dans un monde avec des ressources finies, donc on ne peut pas produire à l'infini. C'est pas durable. Sur le site Mes Data et moi, on apprend par exemple qu'un téléphone portable nécessite 70 matériaux différents. Et 90% de l'empreinte écologique d'un appareil est émise lors de sa fabrication. Et on sait à quel point le recyclage est difficile pour certains produits. Il suffit de regarder la décharge d'Agbok-Bloshi au Ghana pour s'en rendre compte. Certains pays se font submerger par nos déchets et n'ont pas les moyens de les traiter, sachant que la plupart du temps, c'est même pas recyclable. Sur les milliers d'ordinateurs récupérés, il y en a seulement 10 ou 20% qui trouvent un second souffle. Alors qu'on surproduit, on devrait plutôt réfléchir à ne produire que ce dont on a besoin. Un truc un petit peu plus en accord avec la nature. Et puis, j'ai regardé les feuilles mortes sur mon balcon, parce que je devais les ramasser parce qu'il y a plein de feuilles mortes. Ou même, je regardais mes plantes, et en fait, je me suis dit, la nature, elle n'arrête pas de produire, en fait. Elle surproduit même. Lorsqu'un arbre fait des fruits, il fait ces fruits que quelqu'un les mange ou non. Qu'un animal les mange ou non, qu'un humain les cueille ou pas. Il fait ses fruits, en fait. Et si personne les prend, il va surproduire. Et les fruits vont tomber et ils vont pourrir. La seule différence, c'est que tout ce qu'elle produit se dégrade naturellement en elle. Elle aussi, en fait, comme on le disait au début, elle comporte intrinsèquement cette obsolescence et cette impermanence. Rien n'est durable et tout ne fait que se dégrader. Alors, il y a des initiatives qui vont dans le sens de la nature. Par exemple, cette marque de textile, ils n'ajoutent aucun composant chimique à leurs tissus, de sorte à ce que les tissus soient hyper biodégradables et reviennent extrêmement facilement à la terre. Peut-être qu'en acceptant l'obsolescence qui nous touche le plus, c'est-à-dire la nôtre, on sera capable de s'éloigner de l'obsolescence programmée de ce qu'on consomme. Si j'ai pleine conscience de ma mortalité et du fait que je suis que de passage, quelle importance d'avoir le dernier appareil, dernier cri en fait. Si les humains acceptent leur caractère éphémère, est-ce qu'ils seront toujours appâtés par la recherche du gain qui nous pousse à surproduire ? Avec la crise sanitaire, on a vu de nombreux produits être en pénurie. Ça peut être des smartphones, des consoles de jeux, des cartes graphiques, mais ça peut être aussi des véhicules, des médicaments, des jouets, des composants électroniques et même du papier. Dans un article de TV5 Monde, il y a Laurent Ferrara, un professeur d'économie internationale, qui disait la chose suivante: avec l'énergie trop chère, les capacités de production des industriels sont donc largement en dessous de leur potentiel. C'est un phénomène lié au prix, puisque avec des coûts des matières premières et du fret trop élevés, pour ne pas perdre trop de marge, les industriels produisent en moins grande quantité. Actuellement en France, il y a des délais de 9 mois à 1 an si vous voulez acheter une voiture neuve. Donc en fait, ce qui se passe en ce moment avec certains produits nous pousse à consommer différemment. Et d'une certaine manière, ça nous pousse à consommer d'une façon qui n'est plus en adéquation avec l'obsolescence programmée. Alors c'est sûrement temporaire, mais c'est intéressant de se projeter dans un monde où lorsqu'on veut une nouvelle voiture, il faut potentiellement attendre 9 mois parce qu'on en produit moins. Et s'il faut attendre 9 mois pour une nouvelle voiture, on va peut-être faire en sorte qu'elle dure plus longtemps. Enfin, j'espère. La bonne nouvelle, c'est que cette notion d'obsolescence programmée, elle est de plus en plus connue par le grand public. Ce qui fait qu'il y a même des lois. Sur le site Mes Data et moi, on nous dit par exemple qu'en France, depuis 2015, l'obsolescence programmée est considérée comme une pratique trompeuse et illégale. Et il y a des lois, comme la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ou la loi du 10 février 2020 qui définit les sanctions relatives à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire. Ce que nous, on peut faire en tant que citoyens, c'est évidemment réfléchir à 2 fois avant d'acheter quelque chose, mais aussi avoir plus le réflexe de réparer les choses. C'est quelque chose qu'on fait assez peu, et je vous avoue que j'essaie de le faire de plus en plus, et même quand je répare un tout petit truc, je trouve ça hyper jouissif, quoi. Je pense que je vais faire une vidéo sur le sujet, sur réparer des trucs. Je trouve ça intéressant. J'ai envie de vous en parler. On va réparer des trucs ensemble. Alors, on n'a pas répondu à combien de temps dure notre vie. Ça, c'est une question intéressante. On aura peut-être l'occasion une autre fois. Par contre, on a répondu à la question combien de temps dure cette vidéo. Et le résultat s'affiche ici. Ouais, il y a parfois des réponses qu'on n'a pas tout de suite, mais on peut d'ores et déjà leur faire de la place pour le moment où elles arriveront. Merci au site Mes Data et moi de la Maïf. N'hésitez pas à aller dessus pour voir la multitude d'articles qu'ils proposent. C'est à chaque fois des articles assez courts et concis sur des thématiques très précises. Je trouve très bien fait et j'ai appris plein de choses. Par exemple, est-ce que vous saviez que 90% des Français et Françaises affirment ne plus faire confiance
aux influenceurs et influenceuses. Vous savez pas ça? Ou que 64% des 16-18 ans n'utilisent pas Facebook? Je pensais pas que c'était autant. Vous verrez, il y a plein de ressources. Je vous mets le lien juste en dessous et je les remercie encore une fois d'avoir sponsorisé cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Love, peace. Je vous embrasse. Ciao.